France Inter. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Joseph Fouché et l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Le 24 décembre 1800, à 8h30 du soir, une voiture à cheval fonce dans la rue Saint-Nicaise qui longe le palais du Louvre à Paris. À bord, le fringant premier consul Napoléon Bonaparte qui se rend à l'opéra. À peine la voiture a-t-elle passé le coin de la rue qu'une explosion d'une violence inouïe retentit. Bonaparte échappe à l'attentat, mais on comptera plus d'une centaine de victimes. Qui a fait le coup ? Pour Bonaparte, pas de doute, ce sont les Jacobins. Les Jacobins, les amis de son puissant ministre de la police, Joseph Fouché, dont Bonaparte déjà se méfie. Comment d'ailleurs faire confiance à cet homme machiavélique qui, depuis 1792, n'a cessé d'intriguer, de faire tomber des têtes, même celles du roi, et de changer de cap au gré de son intérêt ? Depuis le 19e siècle, Joseph Fouché, au moral et au physique, incarne le mal absolu. Dans le cercle des bêtes féroces, écrira Chateaubriand, Fouché avait l'air d'une hyène habillée. Âme de démon, face de cadavre, dira Victor Hugo. Et aujourd'hui, y a-t-il quelque chose à sauver derrière la légende noire ? France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Eh bien, nous le verrons peut-être avec vous, Emmanuel de Varesquiel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de la Révolution, de l'Empire et de la Restauration et l'auteur d'une biographie de notre héros d'aujourd'hui, Fouché, une biographie qui fait référence. Fouché a eu droit à tous les surnoms d'animaux féroces. Alors vous, en sous-titre de votre livre, vous avez choisi la pieuvre, exactement les silences de la pieuvre, un mollusque tentaculaire. Pourquoi ? Ce sont les travailleurs de la mer de Victor Hugo qui m'ont donné l'idée de sous-titrer cette biographie, Les silences de la pieuvre. La pieuvre est un mythe, Caillois en a longuement parlé, Roger Caillois, dans son anthologie des mythes littéraires. Et la pieuvre est un animal sans squelette, invertébré et aux 1000 tentacules. Et en quoi ressemble-t-il à Fouché ? Eh bien, cette comparaison avec la pieuvre est conforme à sa légende. Et précisément, tout le travail de l'historien, c'est de passer de l'autre côté du miroir, de démonter la légende et d'essayer de retrouver le cœur à la fois psychologique, les idées et le caractère du personnage sur lequel on travaille. Alors avec vous justement, Emmanuel de Varesquiel, nous allons tenter, sinon de le cerner, du moins d'approcher ce personnage fascinant dans sa complexité. En 1800, quand l'histoire que je vais raconter commence, Fouché a déjà une longue carrière derrière lui. Il est né près de Nantes en 1759, je fais un peu rapide sur sa jeunesse. Celui qui, sous l'Empire, deviendra duc d'Otrante et pendant son enfance, il est né dans la petite bourgeoisie, un fils de marin. Il perd très jeune son père et une partie de sa famille, une jeunesse marquée donc par le deuil, vous le dites dans votre livre, et aussi par la maladie, car Fouché est tuberculeux. C'est déjà un paradoxe. Il entre au séminaire et il va devenir un chantre de la Révolution. Oui, c'est intéressant de regarder les personnages sur lesquels on travaille par si j'ose dire, de profil. Comment réagit-on par rapport à une maladie ? Il va mourir de la tuberculose, qui était un peu le cancer du 19e siècle. On peut s'abandonner à une forme de dolorisme vis-à-vis de la maladie. On peut aussi lutter contre elle. Et toute la vie de Fouché a été une lutte à la fois contre lui-même, contre cette maladie dont il était atteint depuis l'enfance, et contre les autres. Et cette sorte de désamour de soi que porte Fouché explique en grande partie les rapports de secret et de dissimulation qu'il a pu entretenir avec les autres, y compris ceux pour lesquels, entre guillemets, il a travaillé, c'est-à-dire Bonaparte devenu Napoléon jusqu'à Louis XVIII. Parce que saluons l'artiste, tout de même, cet homme qui a voté la mort du roi va devenir le ministre de la police du frère de Louis XVI, qu'il a envoyé à la guillotine le 21 janvier 1793. Il va finir d'ailleurs par se prendre les pieds dans le tapis à force de circonvolution. Ce qui n'enlève rien à la fidélité et à la constance, je dirais, de ses idéaux révolutionnaires et républicains. Justement, Emmanuel Varesquiel, rappelez
rappelez-nous quand même quelles ont été ces circonvolutions et en quoi justement, quelle est la constance au milieu de tout ça de Fouché? La révolution est pour Fouché une opportunité de pouvoir absolue et en même temps un idéal égalitaire. On ne peut pas le nier et la révolution le constitue littéralement. Ce qui est intéressant avec Fouché, c'est que il est à la fois l'homme du désordre révolutionnaire, l'homme de la déconstruction d'une société inégale en droit, fondée sur les ordres, les corporations et ce que vous voudrez, et en même temps l'homme de la construction d'une société nouvelle, d'un ordre social nouveau, quelque part entre l'ordre et la liberté. Ce qui fait que l'instrument policier, qu'il va littéralement créer, même s'il existait avant lui, est au cœur de cette espèce de dialectique entre ordre et liberté, qu'il va créer, qu'il va porter, dont il va se servir, qui n'est pas une fin pour lui, mais qui est un instrument derrière lequel, très souvent, il va se cacher. Il a une ambition politique dans le sens noble du terme. Il est constitué par le pouvoir. C'est un homme de pouvoir. Ouais. Absolument. Et pendant la Révolution, donc vous l'avez dit, il vote la mort de Louis XVI en janvier 93. Il va être envoyé dans l'Ouest pour réprimer des soulèvements vendéens. À Lyon, à l'automne 93, c'est lui qui, on l'appelle le mitrailleur de Lyon. Il réprime Fouché, dans une extrême violence. C'est ça. Il est de ces conventionnels en mission qu'on a appelés de façon peut-être un peu intempestive des proconsuls en mission. Et il va être chargé par la Convention et par le Comité de salut public, avec Billaud-Varenne, de réprimer l'insurrection lyonnaise de l'été 1793, qui est à demi girondine, à demi royaliste. Et ce qui est extraordinaire, alors il envoie un certain nombre de contre-révolutionnaires se faire canonné dans la plaine des Brotteaux, mais ce qui est le plus extraordinaire, et ça, il a du sang sur les mains, c'est absolument évident, c'est un homme sombre, Fouché, solitaire et sombre, et certainement assez inquiétant. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que c'est aussi un artiste, il va trouver le moyen de faire porter le chapeau à son camarade conventionnel Billaud-Varenne, et à sortir absolument blanc comme neige de cette répression qui l'a conduit en premier à Lyon en octobre, novembre, décembre, janvier et février 1794. Quand il rentre de Lyon, il se retrouve en conflit direct avec Robespierre. Et là encore, Fouché tisse sa toile, organise les réseaux qui vont faire tomber Robespierre en juillet 1794. Sous le Directoire, en faisant peur. L'arme de Fouché, c'est de faire peur. Et c'est de jouer, qu'il sait plus qu'il ne sait. Et c'est de jouer avec la peur des autres. Et aussi, en effet, c'est de faire croire qu'il en sait beaucoup plus que tout le monde. Il y a cette légende qui veut que Fouché ait été au courant de quelques réunions que ce soit à Paris, à condition qu'elles soient de 4 personnes. Ouais. Alors évidemment, ça relève de la légende. Mais derrière Fouché, il y avait son directeur de la police politique, de la police secrète, qui s'appelait Desmarais, et qui avait ses fiches. Fouché a toujours adoré mettre la société en chiffres et en fiches, et c'est l'homme qui, au fond, veut que la société soit transparente et que lui-même soit le plus opaque possible. Vous savez, plus on est confronté à l'opinion publique, plus on organise les stratégies de l'opacité et du secret. Ça, c'est Fouché, et c'est un vrai paradoxe de l'homme politique moderne. L'action de notre histoire ce soir commence en octobre 1800, 2 mois avant l'attentat de la rue Saint-Nicaise, mais déjà l'ambiance est au complot. Emmanuel de Varesquiel, on se retrouve, si vous le voulez bien, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Joseph Fouché et l'attentat de la rue Saint-Nicaise, un texte de Vincent Hazard, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire, réalisation Baptiste Guiton. On se méprend souvent sur ma personne. On m'imagine cynique, je suis au contraire tout entier dévoué au bien commun. On critique ma longévité politique, mais est-ce un crime ? Je me suis opposé aux dérives outrancières de la Révolution. Et pour ça, on m'a accusé de trahir mon ami Robespierre. Et j'ai soutenu l'ascension du premier consul, Napoléon Bonaparte, parce que je le pense sincèrement meilleur dépositaire de l'esprit de la Révolution. Alors quoi ? Cela fait-il de moi un opportuniste, un être malfaisant ? Je ne suis pas de marbre. Je souffre de cette réputation. Le premier consul se méfie de moi.
Cela est d'autant plus dommage que je viens de lui sauver la vie. 15 octobre 1800. L'homme à la redingote fripée et au jabot de dentelle mal noué qui s'avance dans les couloirs du palais des Tuileries n'est autre que le ministre de la police, Joseph Fouché. Il a été convoqué à cette heure tardive par le chef de l'État, Napoléon Bonaparte. Fouché, cet ancien député de la Convention, déjà ministre de la police sous le Directoire, a réussi l'exploit de se maintenir à son poste après le coup d'État du 18 Brumaire. Pour autant, les relations avec Bonaparte ne sont pas au beau fixe. La police vient d'arrêter des conspirateurs qui avaient prévu de le poignarder à l'Opéra 5 jours plus tôt. Et parmi eux se trouvent de vieilles connaissances de Joseph Fouché. Raena, Demerville, Topino-Lebrun, tous des jacobins. Comme vous, Fouché. Ce sont vos amis qui ont essayé de me tuer. Monsieur le Premier Consul, c'est vrai que certains sont des accointances, mais je ne les vois plus depuis la Terreur. Vous ne pouvez mettre en doute ma loyauté. J'ai fait le nécessaire pour mettre tous ces gens sous les verrous. Après que Duroc, mon aide de camp, a débusqué le complot. Pourquoi vous, qui savez toujours tout sur le monde, n'étiez pas au courant? Vous me surestimez. Peut-être parce que vous étiez derrière ce complot, dans le but de rétablir vos amis jacobins au pouvoir. Ce ne serait pas si surprenant de la part d'un député qui a voté la mort du roi et qui a trahi tous ceux qui lui faisaient confiance. En premier lieu, son ami Robespierre, puis le Directoire qui l'avait fait ministre. Après cet attentat, vous pensez vraiment que je puisse vous garder? Croyez mes actes. Je vous suis tout entier dévoué, citoyen Premier Consul. Je ne vous crois pas. Citoyen Fouché, je vais devoir me séparer de vous. Permettez-moi, il serait déraisonnable de désorganiser la police dans un moment aussi trouble pour le pays. Mon frère Lucien, ministre de l'Intérieur, peut très bien assurer la transition. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Pardon? Vous n'allez pas confier de responsabilités supplémentaires à un satrape en qui vous ne pouvez pas faire confiance. Je ne vous permets pas. C'est de mon frère dont vous parlez. Je sais bien. Veuillez m'en excuser. Vous lui devez beaucoup, mais moi, je peux m'exprimer sans affect. Vous savez qu'il mène grand train avec l'argent public. Vous savez qu'il entretient de nombreuses maîtresses. En lui confiant mon ministère, vous ne feriez que vous associer un peu plus à cette dépravation. Je suis comme vous, citoyen Premier Consul, attaché à une certaine morale. Je ne juge point. L'homme est faillible. La femme aussi, d'ailleurs. Votre charmante épouse, Joséphine, par exemple, ne regarde pas la dépense. Je conçois qu'une femme de son rang ait besoin d'apparat, mais sa dette, pour ses chapeaux, robes et autres bijoux, se monte à 600 000 francs tout de même. Pourquoi n'en ai-je pas été averti? La galanterie m'a interdit de les bruiter. Mais, rassurez-vous, j'ai pris en charge la somme sur les fonds secrets du ministère. Il est vrai, j'aurais dû vous en informer. C'est chose faite. En tout cas, comptez sur moi pour que tous ces petits écarts restent secrets. Votre petit chantage est habile. Loin de moi cette idée. Je souhaite juste vous faire prendre conscience que je suis de votre côté et que vous pouvez compter sur ma discrétion. Tant que j'aurai le plaisir de vous servir au poste de ministre. Bien, c'est noté. Merci, monsieur le ministre. Vous pouvez disposer. Il était temps de rappeler aux citoyens Bonaparte qui sont ses véritables amis. Son frère Lucien me déteste et voudrait récupérer mon ministère. Heureusement, je peux compter sur ses écarts de conduite et le soutien de Joséphine pour contrecarrer ses manigances. Depuis le coup d'État du 18 Brumaire, qui a mis un coup d'arrêt à la Révolution française, 3 consuls gouvernent la France, Cambacérès, Lebrun et Bonaparte. En réalité, les 2 premiers n'ont qu'un avis consultatif. Le premier consul, Bonaparte, à lui seul, concentre presque tous les pouvoirs. Sa popularité est à son zénith depuis que quelques mois plus tôt, le 14 juin 1800, il a défait les Autrichiens à Marengo et les a contraints à se retirer d'Italie. Bonaparte m'inquiète. Nous sommes redevables à ses campagnes militaires victorieuses, et jusqu'à présent il a fait preuve d'un grand sens politique, mais depuis son retour d'Italie, il semble avoir perdu le sens commun. Dans son luxueux bureau décoré de stucs et de peintures néoclassiques, Fouché est soucieux. Il sait sa position précaire. Par la fenêtre, il aperçoit son assistant traverser la cour intérieure du ministère.
Paul-Étienne de Villiers du Terrage et lui se sont rencontrés en 1797, alors que Fouché était en pleine disgrâce, simple bailleur de fonds de l'armée, et que Villiers, lui, était un simple inspecteur militaire. 3 ans plus tard, Fouché a rappelé le jeune homme de 26 ans à son service au ministère de la Police, un imposant bâtiment qui surplombe les quais de la Seine face au Louvre. En quelques mois, Villiers est devenu son homme de confiance. Oui. Ça y est, citoyen Fouché. Lucien Bonaparte a été démis de ses fonctions. Parfait, parfait. Vous n'avez pas l'air surpris. C'est pourtant notre principal adversaire qui disparaît du jour au lendemain. Vraiment du jour au lendemain, cher ami. J'y travaille depuis plusieurs mois. Ah bon? Il aura fallu du temps pour ouvrir les yeux du premier consul. Il a fallu que son frère s'en prenne à la chose la plus sacrée pour que celui-ci réagisse, sa propre personne. Il y a quelques jours, je lui ai apporté la preuve que son frère était à l'origine de la diffusion de pamphlets dénonçant sa dérive autoritaire. Bonaparte n'a pas supporté cette trahison et il l'a congédié. C'est une brillante manœuvre. Oh, c'est pas brillant, c'est efficace. Malheureusement, c'est la fange dans laquelle nous devons nous débattre. Nous en sommes réduits à surprendre nos ennemis en les espionnant. Ce n'est pas très moral, mais en ces temps troublés, c'est légitime. À ce propos, a-t-on des nouvelles des 2 agents infiltrés dans l'organisation de Georges? Non, malheureusement. Et je crains qu'il ne se soit fait prendre et qu'il ne leur soit arrivé malheur. C'est très fâcheux, en effet, pour eux et pour nous, car Georges Cadoudal sait désormais que nous l'espionnons. Mais si grave. Pour le moment, le danger semble plutôt venir des Jacobins. Non, le premier consul se trompe d'ennemi. Les Jacobins sont fichés, espionnés, leurs journaux ont été interdits, ils sont muselés. Le danger, aujourd'hui, vient de l'ouest, des Chouans. Les Anglais ont réussi à débarquer dans le Morbihan pour leur fournir fusils et canons. Il faut absolument remplacer les espions que nous venons de perdre. La guerre civile débutée en Vendée, Bretagne et Normandie en 1791 s'est muée progressivement en guérilla à la fin de la décennie. Les Chouans ont été vaincus militairement, mais la révolte n'est pas éteinte. Leur chef, le général Georges Cadoudal, s'est réfugié en Angleterre. Mais il ne renonce pas à son plan de mettre sur le trône Louis de France, le futur Louis XVIII. Fouché a été informé que Cadoudal a missionné des combattants à Paris pour éliminer le premier consul. Mais où et quand, il l'ignore. Le 30 novembre 1800, 3 de ces combattants chouans se retrouvent à Paris dans un appartement de la Porte Saint-Martin, un quartier particulièrement animé où il est facile de se fondre dans le décor. Enfin, tranquille. Alors, Limoëlan, c'est qui lui? Attends, on peut parler? Petit François, ta logeuse ne va pas nous espionner? C'est ma sœur, aucun risque. Bon, d'accord. Petit François, je te présente Saint-Régent. Je déteste cet endroit. Pardonne-nous, Saint-Régent et moi ne sommes pas habitués à Paris. C'est la ville des sans-culottes. Tout sent le vice et la dépravation ici. Oui, moi je suis né ici et je me suis battu à vos côtés en Mayenne, alors m'insulte pas. Je parle pas pour toi. Je crois Limoëlan qui me dit qu'on peut compter sur toi. On a besoin de faire quelques achats. J'ai déjà acheté les carabines avant. Le plan a changé. Les carabines avant, c'est pas assez précis. On sait pas si on pourra s'approcher de la cible. Il faut quelque chose qui marche à tous les coups, même de loin. On va fabriquer une machine infernale. On a besoin que tu nous achètes discrètement les éléments. Une machine infernale? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Il s'agit juste d'acheter une charrette, un cheval et quelques tonneaux. Ça va pouvoir se trouver, dame. Mais qu'est-ce que c'est que cette machine? Te soucie pas de ça. C'est une machine qui va nous débarrasser de Bonaparte. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Tiens. Voilà 200 francs pour les frais. Et tu pourras récupérer la charrette quand notre petite affaire sera terminée. Depuis sa prise de pouvoir, Bonaparte joue l'apaisement avec les royalistes. Il tente de les rallier avec une politique d'amnistie des émigrés, ces nobles qui avaient fui le pays pendant la Révolution. Beaucoup d'entre eux ne se sont jamais adaptés à la vie à l'étranger, sont en manque d'argent et souhaitent désormais rentrer. Pour être rayés des listes des émigrés suspects, ils doivent se rendre sous la voûte d'une des grandes maisons bourgeoises de la place Vendôme, rebaptisée place des Piques, où siège le tribunal.
les demandeurs doivent prouver qu'ils possèdent une résidence en France, prêter serment à la République et souvent aussi payer un dessous de table pour accélérer le jugement. Elle est arrivée à son rendez-vous. Je crois qu'il est temps d'intervenir. Allons-y. La surveillance des citoyens est un mal nécessaire. La police doit observer, sans voyeurisme, pour faire respecter un ordre juste, et pour cela, il faut des yeux. La commission des émigrés est un bon endroit pour recruter des espions. Des gens aux abois, inquiets de retrouver leur terre, qui reviennent pour la plupart de chez l'ennemi anglais, la queue entre les jambes. De parfaits candidats. C'est intolérable, je vous ai donné le certificat. Vous n'avez pas le droit de le confisquer. C'est elle. Mon pauvre mari s'est battu pour la République. Chère madame... Qui êtes-vous? Joseph Fouché, je suis votre humble serviteur. Je ne sais pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Joseph Fouché, ministre de la police. Ce ne sera pas nécessaire, madame de Quillac. Vous connaissez mon nom? C'est mon métier, madame. Je ne veux pas d'argent, justement. Les hommes et moi sommes là pour éviter ce genre de débordement. Vous avez été victime d'extorsion? Oui. Enfin, j'ai dû payer. On m'a promis que mon dossier avancerait plus vite. On vient de me confisquer le certificat qui prouve que mon mari était un patriote. Madame, je suis désolé que l'administration vous traite ainsi. Si vous voulez, mon assistant va vous arranger un rendez-vous directement au ministère. Il faut savoir reconnaître la bonne recrue, voir si on pourra construire une relation de confiance avec le futur espion. Personnellement, je n'aime pas faire pression. Cela ne donne jamais de bons résultats. Non, il faut que la recrue ait envie de travailler pour nous. Madame de Quillac, je suis désolé, mais après instruction de votre dossier, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il doit y avoir une erreur. Madame, permettez-moi d'être franc. Nous savons que votre regretté mari n'a jamais servi dans l'armée de la République. Le certificat est un faux. Mais comment? Non, inutile de protester, nous avons vérifié. Bon, je comprends, vous avez tenté votre chance. J'imagine que votre situation financière est délicate. Effectivement. Votre famille était installée dans le Périgord? Oui, à Sarlat. Je suis partie il y a 8 ans, avec très peu d'économies et en laissant mes enfants à ma belle famille. La séparation doit être insupportable. Si votre dossier est accepté, voudriez-vous récupérer votre demeure à Sarlat? Je ne me fais pas d'illusions, on m'a dit qu'elle a été saisie. Je vous le confirme, tout a été saisi. Vous vous êtes renseigné? C'est mon métier. Et vous êtes un peu renseigné sur moi depuis la dernière fois? Un peu. Vos amis émigrés ont dû vous dire que je suis l'antéchrist. Les aristocrates me détestent. Soit. J'aimerais savoir pourquoi vous me recevez. Je peux faire en sorte que vos biens vous soient restitués et que votre nom soit radié de cette infâme liste des émigrés. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Vous viviez dans le quartier Saint-Pancras à Londres? Oui. Vous avez côtoyé des émigrés de premier rang, comme le comte de la Chaussée ou l'archevêque de Bordeaux? Oui, je les connais. En échange de mon aide, je vous demande juste de reprendre contact avec ces cercles d'aristocrates rentrés à Paris et qui tiennent salon. Je veux que vous y alliez et que vous me racontiez ce qui s'y raconte. Il est important pour nous de savoir comment ces émigrés s'intègrent dans la nouvelle société française. Vous voulez que je moucharde? Quelle vilaine expression. Madame, ne souhaitez-vous pas comme moi que la France retrouve un climat apaisé et sans violence? Bien. Et si j'accepte, j'imagine que vous prendrez à votre charge les frais de mon séjour prolongé dans la capitale. Bien sûr. Nous couvrirons tous vos frais. Et nous vous verserons 5000 francs d'avance. Pendant ce temps, Pierre de Limoëlan et Joseph de Saint-Régent, les envoyés de Cadoudal à Paris, ont retrouvé Petit François, qui a acheté une charrette, une jument et des tonneaux. Sous les yeux de Petit François, Limoëlan et Saint-Régent remplissent les tonneaux de poudre et de mitraille. Le soir du 24 décembre 1800, sous la lumière cotonneuse des réverbères à huile, dans un Paris qui n'est plus autorisé à fêter la naissance du Christ, les trois hommes conduisent la charrette vers la rue Nicaise, à proximité de la rue de Rivoli et du palais des Tuileries. C'est dans cette rue étroite qu'à 20h doit passer la voiture du premier consul. Limoëlan,
Avec toute cette poudre, vous êtes sûr que je vais pouvoir récupérer ma charrette? Mais tais-toi, idiot. On trouvera un arrangement, t'inquiète pas. Voilà, là c'est bien. Avec le virage, il sera obligé de ralentir. Tiens, petit François, va nous trouver quelqu'un pour tenir la bride de la jument. Elle arrête pas de bouger. D'accord. Hé, toi la petite, tu peux tenir la jument en avant? La douce sous. Va te mettre en place, Limoëlan. Dès qu'il sort des grilles du palais, tu me fais signe. D'accord. Dis Saint-Régent, t'es sûr de ton coup? Oui, bien sûr. Depuis le début, t'es bien sûr de toi? Mais t'as aucune idée de ce qui va se passer avec cette machine? T'as peur, Limoëlan? Non. Et tous ces gens dans la rue, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Il fallait y penser avant. Ce sont des ennemis. Ils mourront avec leur chef. À 20h, le quartier est encore animé, mais nulle trace du cortège du premier consul. En fait, Bonaparte s'est endormi et a retardé son départ. Saint-Régent s'est posté en amont de la rue Nicaise afin de voir la voiture du premier consul franchir les grilles du palais des Tuileries. Pour se rendre à l'opéra, la voiture est obligée d'emprunter la ruelle. À 20h30, Limoëlan aperçoit enfin les cavaliers de l'escorte, puis la voiture du premier consul qui s'engouffre dans la rue Nicaise. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ralentit pas. Pourvu que Saint-Régent me voie. Allez, regarde-moi. Apercevant le carrosse, Saint-Régent se précipite pour allumer la mèche avec un briquet à amadou. La voiture du premier consul est passée quelques secondes avant la déflagration. Un second carrosse transportant Joséphine voit ses vitres voler en éclats. Mais le couple est indemne. Quelques minutes après, la nouvelle de l'attentat se répand à l'opéra, puis Bonaparte apparaît au balcon et déclenche une ovation. La représentation est annulée et Bonaparte rentre aux Tuileries. Fouché, lui, se rend rue Nicaise sur les lieux de l'explosion. Alors, qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre? C'est difficile. Oui. Il y a des morceaux de corps partout. Bon, écoutez, Villiers, mon jeune ami, si ça ne va pas, vous laissez la place et vous allez me chercher le préfet. Non, ça va aller. C'est bon. Les agents interrogent les témoins, la plupart sont blessés par de la mitraille. Ils parlent d'une énorme explosion venant d'une charrette qui était stationnée par ici. Voilà ce qu'il en reste. Il y a des suspects? Non, mais les témoins parlent de 3 hommes qui sont arrivés avec la charrette. On a des indices? On a commencé à récupérer les morceaux de la charrette, mais il y a de la chair partout. Il y avait une gamine qui tenait le cheval avant que tout n'explose. Une gamine de 14 ans. On va retrouver ces criminels et les châtier. Vous avez fait venir Husard? Husard, le dessinateur? Oui, le spécialiste des animaux. Bon, Villiers, vous voyez la tête de la jument, là? Oui, ce sont les morceaux du cheval? Oui, et la tête est préservée. Et là, vous voyez le sabot? Il est fraîchement ferré. Ça veut dire que l'animal est passé dans les mains d'un maréchal ferrant récemment. Je veux que Husard en fasse un portrait et que vous le présentiez à tous les maréchaux ferrants de Paris. Celui qui a ferré s'en souviendra sûrement. On s'en occupe. Je suis toujours vivant. J'espère que vous n'êtes pas trop déçu, cher Fouché. Croyez bien que je suis soulagé. Je dois ma vie à l'ivrognerie de mon cocher. J'ai appris qu'il était aviné, ce qui explique pourquoi il n'a pas ralenti à l'approche de la charrette qui bloquait le passage. Au contraire, le formidable Soulard s'est mis à fouetter les chevaux inexplicablement. Il m'a sauvé la vie. Bref, puisque vous êtes là, je vous informe dès ce soir que je vais prendre des mesures contre les comploteurs. Nous venons à peine de démarrer l'enquête. Mais nous connaissons déjà les coupables. Les Jacobins. Ils ont utilisé une machine infernale, semblable à celle qu'avait fabriquée l'un des leurs, le dénommé Chevalier, que nous avons récemment arrêté. J'ai tout de suite reconnu au son une énorme explosion de poudre. N'allons pas trop vite. Chevalier n'a pas pu la fabriquer, il est incarcéré à la prison du Temple. Il aura laissé les plans pour que d'autres s'en inspirent. Je ne vais pas attendre plus longtemps qu'ils parviennent à m'éliminer. Dès demain, je réunis le Conseil et nous prendrons des mesures contre les Jacobins, avec l'accord du Sénat. Cette fois, j'en ai assez. Je vais frapper vite et fort. Le bilan de l'attentat de la rue Nicaise est lourd, au moins 8 morts.
la puissante déflagration a dévasté toute la rue et ébranlé la capitale. Les Parisiens, pourtant habitués à la violence qui a accompagné la Révolution, sont sous le choc. C'est la première fois que des terroristes commettent des attentats aveugles. La presse reprend la thèse de Bonaparte sur la culpabilité des Jacobins. Une chasse aux sorcières s'amorce avec son lot de dénonciations et de violences. Dans ce climat délétère, Fouché, ancien jacobin lui-même, se retrouve isolé et tombe en disgrâce. Il n'a d'autre choix que d'appuyer la demande de Bonaparte au Sénat de faire déporter 131 jacobins. Ces gens ne sont pas de simples brigands qui menacent seulement quelques personnes. Ce sont des ennemis de la France entière et qui menacent tous les Français de les livrer aux fureurs de l'anarchie. Nous leur livrons une guerre atroce, qui ne peut se terminer que par un acte de police extraordinaire. Parmi ces 131 personnes que nous signalons, tous n'ont pas été pris le poignard à la main, mais tous sont connus pour être capables de l'aiguiser et de le prendre. Avec ce rapport dont il ne pense pas un mot, Fouché envoie de nombreux anciens camarades vers une mort certaine en Guyane ou dans les îles. Il cherche à gagner du temps pour retrouver les vrais coupables et sauver sa tête. Heureusement, l'enquête avance vite. Vous aviez raison, citoyen ministre. Un maréchal ferrant a reconnu le cheval grâce au dessin et nous a dirigés vers son propriétaire. Un certain Jean Lambel, qui nous a déclaré avoir vendu la jument avec une charrette à un petit homme se faisant appeler Petit François, 5 pieds environ, châtain, corpulence trapue, avec une cicatrice à l'œil gauche. La description correspond à celle donnée par des témoins runiquaises. Parfait. Ce n'est pas tout. Lambel a aussi déclaré que l'homme avait l'accent breton. Et puis les restes de poudre ont été analysés. La poudre n'a pas été fabriquée en France. Elle est différente de celle utilisée par les armes des Jacobins et pourrait être de la poudre anglaise. Je vois. La piste des Chouans se confirme. Il faut que vous parliez au premier consul. Il faut sauver ces innocents qu'on apprête à déporter. Je vous remercie pour ce rapport, Villiers, mais il me faut les coupables. Sans les coupables, Bonaparte ne m'écoutera pas. Bon, je veux que vous me placardiez partout un avis de recherche avec la description de ce petit François et des autres suspects. Et je veux que vous les compariez avec les fiches des agitateurs chouans que nous possédons. Entendu. Entre le 1er et le 3 janvier 1801, les policiers procèdent à plus de 200 arrestations. Méthodique et acharné, Fouché met toutes les forces de police et son réseau d'indiques à contribution. Une récompense de 12 000 francs est offerte à quiconque permettra l'arrestation des responsables. Un témoin affirme qu'un des suspects aurait été blessé par l'explosion. Fouché fait donc contrôler les blessés de tous les hôpitaux de Paris, sans résultat. Je joue gros sur cette affaire. Au-delà de l'humiliation, nous avons failli à notre mission de protection du premier consul, mais aussi des citoyens. Je suis bien décidé à prouver à tous que je sais obtenir des résultats et que ceux qui défient la République finissent toujours par payer le prix fort. Entrez, je vous en prie, Madame de Quillac, asseyez-vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, même sans vous être annoncé. Je suis désolée, monsieur le ministre, mais je ne voulais plus tarder. Alors, que se passe-t-il? Je crois savoir où se trouve votre terroriste blessé. Quoi? J'ai mis du temps à réagir. J'avais entendu parler de l'affaire, mais je croyais qu'on avait arrêté les coupables, des Jacobins. Vous avez vu un des terroristes de la rue Nicaise? Oui. Enfin, je crois. J'étais l'autre jour chez mon amie, Madame de Cissé. Nous nous connaissons depuis notre exil londonien. Et elle a gardé cette habitude de me recevoir de temps à autre pour le thé. C'est effroyable, cette histoire d'attentat, ne trouvez-vous pas? S'ils veulent se débarrasser du premier consul, qu'ils le fassent sans tuer les innocents. Oui, Paris devient un véritable coupe-gorge. Ce Bonaparte ne semble pas capable de tenir le pays. À Londres, on disait qu'il serait peut-être l'homme qui ferait revenir les rois en France. Mais ce coquin veut garder le pouvoir pour lui. Oh, ma chère Madame de Quillac, je prie pour toutes ces âmes perdues qui se vendent pour un peu de pouvoir. Je suis triste pour eux. En ce qui me concerne, je me tiens bien éloignée de la politique. J'ai bien trop à faire avec mes œuvres de charité. J'aime beaucoup Madame de Cissé. Elle a voué sa vie aux nécessiteux au sein de sa société de mari. Mais quand j'essaye de savoir ce qu'elle pense vraiment, elle tient un discours toujours très policé que je trouve étrange. Je connais cette Madame de Cissé, sa famille fait partie de l'aristocratie nantaise, ma ville de naissance. C'est vrai que nous ne nous sommes jamais vraiment intéressés à elle. Elle a émigré. Les révolutionnaires lui ont saisi ses biens,
lui ont causé toutes sortes de tracas avec sa foi, mais elle prétend ne jamais se mêler de politique. C'est bizarre, n'est-ce pas? Enfin, nous étions en train de discuter de nos déboires respectifs quand nous avons été interrompus. Veuillez m'excuser. 3 hommes sont arrivés. Ils avaient l'air nerveux, fatigués. L'un d'eux saignait de la tête. Oui, d'accord. Vous pourrez vous reposer. Je vais vous amener. Je m'excuse quelques minutes. J'ai une affaire urgente à régler. Je vous en prie. Elle s'est absentée, sûrement afin de les accueillir pour la nuit. Ils avaient des sacs. Et avez-vous remarqué si l'un d'eux avait une cicatrice au niveau de l'œil? Je n'ai pas eu le loisir de les approcher. En revanche, l'un d'entre eux parlait avec un fort accent breton. Quand est-ce arrivé? Le 4 Nivose. Le lendemain de l'attentat. Oui. 3 individus, l'accent breton, ça peut correspondre. Le blessé pouvait-il marcher? Oui. Sœur Duquesne a dû s'occuper de ses blessures. Sœur Duquesne? Oui. Madame de Cissé entretient une communauté d'anciennes religieuses rue Notre-Dame-des-Champs. Elles nourrissent et hébergent souvent des miséreux. D'après moi, les hommes sont cachés là. Vous savez s'ils y sont encore? Non. Bon, c'est un ancien couvent, avec des murs hauts, j'imagine, plusieurs accès, et pas de visibilité depuis l'extérieur. Oui, c'est à peu près ça. On ne pourra pas faire de repérage sans donner l'alerte. Et on ne peut pas lancer un escadron de policiers sans nous assurer que les suspects soient sur place. Madame de Quillac, nous allons encore avoir besoin de vos services. Je veux bien vous aider. Mais je crois que ça mérite de clôturer nos petites affaires. D'accord. Je vais faire le nécessaire pour que vous puissiez retrouver votre demeure en Dordogne au plus vite. Vous savez, j'ai lu dans le détail ce qui s'est passé rue Nicaise. Je peux vous le dire sans détour, je serais venu à la police de toute façon. Ce que ces hommes ont fait est abject. Alors écoutez-moi bien. Voilà ce qu'on va faire. Vous êtes sûre? Ma chère, je préfère vous prévenir, aller au contact des nécessiteux demande une certaine habitude. Cela ne me fait pas peur. Vous me parliez de la soupe que vous serviez au couvent de la rue Notre-Dame-des-Champs. Oui. Cela me conviendrait, je pense. Je n'en peux plus d'attendre des nouvelles de la commission des émigrés. J'ai besoin de me rendre utile. Je vous comprends. Comment te sens-tu? De mieux en mieux. Je vais pouvoir reprendre l'action. Tu es fou, Saint-Régent. Nous avons causé assez de dégâts. J'ai écrit à Georges pour le prévenir. Je rentre à Londres. Et dès que tu auras récupéré tes blessures, tu devrais faire de même. Et moi? Tu restes ici avec Saint-Régent. Veille sur lui. En plus, la police a perquisitionné chez ta sœur. Heureusement qu'elle ne sait pas où tu es. Ne sortez pas d'ici le temps que l'affaire retombe et que tes pansements soient enlevés. Je vous trouverai une diligence pour fuir discrètement vers la Normandie. Ensuite, vous pourrez rejoindre vos familles ou venir en Angleterre. Cela ne me regarde pas. T'es qu'un lâche. Et toi un assassin. Je vous ferai parvenir une lettre avec les détails pour la diligence. Vous avez ma parole. Ils nous abandonnent. Messieurs, votre ami s'en va. Vous prendrez de la soupe? Nous ne sommes pas des indigents. Pardon, je me disais aussi. Vous aidez, vous aussi? Non, nous sommes de passage. Mais je dis pas non à une petite soupe. Madame de Quillac remarque la cicatrice sur l'œil de petit François et les traces de brûlure de poudre sur le corps de Saint-Régent. Elle s'excuse et sort du couvent pour prévenir le commissaire de police qui l'attend dans un café. Quelques minutes plus tard, ce 18 janvier 1801, de nombreux policiers investissent le couvent et arrêtent Saint-Régent, petit François, Madame de Cissé, ainsi que plusieurs femmes complices d'avoir couvert la fuite des terroristes. Seul Joseph de Limoëlan réussira à quitter le pays pour finalement s'exiler en Amérique. Voici le dossier. Les coupables seront châtiés lors d'un procès qui s'annonce exemplaire. Nous pourrions en profiter pour nous venger de certains royalistes, mais je ne pense pas que cela soit opportun. Je suis d'accord, Fouché. Ce ne serait pas opportun. Il faudra quand même faire quelque chose pour Georges Cadoudal. Doublons la prime pour sa tête à 24 000 francs. Dernière chose. Maintenant que nous savons que ce n'étaient pas les Jacobins, il va falloir libérer ceux qui n'ont pas encore été déportés. Cela non plus n'est pas opportun. Mais si l'on rend publique l'arrestation des vrais coupables, le public va se demander...
Le public ne se demandera rien du tout. Nous faisons le procédé Chouan et nous déportons bien les 131 jacobins. Comme vous l'avez dit vous-même, tous n'ont pas été pris le poignard à la main, mais tous sont connus pour être capables de l'aiguiser et de le prendre. La résolution de cette affaire devait être mon triomphe, mais elle ne fait que sceller ma soumission au premier consul. Je savais que le cœur de Bonaparte n'était pas étranger à la vengeance et à la haine. Désormais, il se défait des voiles dont il se couvrait et révèle un penchant décidé à la tyrannie. Pour autant, je suis attaché à cet homme, comme des millions de Français, et je suis maintenant convaincu qu'il possède la fermeté pour régir l'État et terrasser les factions qui nous menacent. Il est le seul à pouvoir sauver les valeurs de notre chère révolution. Joseph Fouché, l'attentat de la rue Saint-Nicaise de Vincent Hazard, avec Joseph Fouché, Sharif Andoura, Napoléon Bonaparte, Bastien Bouillon, Madame de Quillac, Élodie Collin, Villiers du Terrage, Loïc Maubillan, Saint-Régent, Hermann Marchand, Petit François, Aurélien Ozinski, Limoélan, Étienne Galarrague, Madame de Cissé, Valérie Habert. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Pierre-Henri et Bruno Mourlan, assistante à la réalisation Manon Dubu, réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez Autant n'emporte l'histoire sur France Inter. On reprend dans quelques minutes la discussion sur Fouché et l'attentat de la rue Saint-Nicaise avec mon invité Emmanuel de Varesquiel. Je suis père et fils et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? Je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? Je te verrai bien. Les 100 prochaines années. Et après on voit. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille, de beaux lendemains, roulement habille. Je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons saut de l'ange du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? Je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? Je te verrai bien. Les 100 prochaines années. Et après on voit. Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années. Et après on voit.
Les 100 prochaines années d'Albin de la Simone sur France Inter. Autant n'importe l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Sofiane Aktib. Emmanuel de Varesquiel, après l'attentat de la rue Saint-Nicaise, on se trouve dans une situation pour le moins étrange. Bonaparte veut faire porter le chapeau aux Jacobins, exige l'arrestation et la déportation de Jacobins dont la culpabilité n'a même pas été établie. On a ce texte incroyable, tous n'ont pas pris le poignard à la main, mais tous sont connus pour être capables de l'aiguiser et de le prendre. Donc une étonnante conception de la justice. En même temps, Fouché mène l'enquête et donc il va faire arrêter les coupables, les vrais, des chouans bretons royalistes. Alors, il le fait, j'imagine, surtout pour sauver sa tête. C'est ça qui va le sauver auprès de Bonaparte. Bonaparte est en plein processus de réconciliation avec les émigrés, avec les anciens royalistes. On amnistie à tour de bras, d'ailleurs c'est évoqué dans la dramatique, dans la fiction, avec les retournements. Madame de Quillac, qui est un des personnages de la dramatique, est probablement le seul personnage fictif parmi tous les personnages historiques qui sont là et qui sont joués. Elle me fait d'ailleurs beaucoup penser à un personnage des Chouans de Balzac, qui est Marie de Verneuil, et qui est elle-même une aristocrate retournée par Fouché et qui part démanteler le réseau chouan de Fougères avec Corentin, qui est une espèce de clone de Fouché. Il y en a eu beaucoup dans la littérature romantique, jusqu'à l'inspecteur Javert du Misérable de Victor Hugo, d'où la légende de Fouché dont on a un peu parlé. Et donc Bonaparte est en plein rapprochement avec les royalistes et que ce soit un coup des royalistes ne l'arrange pas, au fond. Alors que Fouché connaît très très bien ses réseaux jacobins, il en est issu. Il agit un peu comme le protecteur des Jacobins vis-à-vis de Bonaparte, et en même temps comme le protecteur de Bonaparte vis-à-vis des Jacobins. Il a cette espèce de... Il se protège lui-même aussi. Et il se protège si en les même Jacobins temps, tombent, il tombe avec. In fine, il se protège lui-même. Et il est ministre de la police depuis 1 an. On veut son ministère, pas seulement Lucien, comme l'indique la dramatique, Lucien Bonaparte, mais aussi Talleyrand, qui tout de même propose à Bonaparte, après l'attentat de la rue Saint-Nicaise, de le faire fusiller sur le champ. Et donc, Fouché joue à la fois son ministère et sa tête, en pleine réorganisation, et alors que Bonaparte est au pouvoir depuis un peu plus d'1 an seulement. Donc le pouvoir est fragile, malgré la victoire de Marengo en juin 1800. Et ce qui va mettre Fouché sur la bonne piste, c'est-à-dire la piste des Chouans, la piste royaliste, c'est son extraordinaire réseau d'informateurs, et en même temps, à la fois l'instinct, le nez, le flair et l'extraordinaire travail qui est mené par Fouché. Comme l'indique très justement la dramatique, on part du fer du cheval qui tirait la charrette qui portait les barils de poudre qui ont explosé un peu trop tard. On dira que le cocher de la voiture de Bonaparte était ivre et a été plus vite que la normale, ce qui fait que la voiture tourne le coin de la rue Saint-Nicaise au moment où l'explosion a lieu, qui tue quand même plus d'une vingtaine de personnes et fait une centaine de blessés. On dira que les vitres des Tuileries ont explosé. Et des façades d'immeubles qui se sont effondrées. Par le souffle de l'explosion. Et donc on part du fait que cette jument venait d'être ferrée, et grâce à ce petit indice, ce petit élément, Fouché et Desmarais et Bertrand, qui est à la tête sous Desmarais de la police politique, remontent la piste par recoupement, qu'on n'imagine pas Fouché silencieux dans son bureau. Il écrit, ou il fait écrire des centaines de lettres aux commissaires généraux de police de l'Ouest, des départements de l'Ouest, au préfet de l'Ouest, à Mounier, qui est le préfet de Rennes. Il fait des recoupements sur notamment l'identité de celui qu'on a commencé à trouver, qui est Petit François, qui est en fait un chouan, un breton qui s'appelle Cardon. Et à partir du moment où on met la main sur ce premier chouan, qui est en fait un factotum, qui est l'homme qui a acheté la charrette et le cheval qui transporteront les barils de poudre, on met la main sur les 2 chouans commissionnés par Cadoudal, dont Fouché sait qu'il vient de débarquer sur les côtes de Normandie, envoyés par d'Angleterre, et ces 2 chouans sont Saint-Régent et Limoléan.
Alors, ce qui est assez étonnant dans cette histoire, il y a beaucoup de choses étonnantes, c'est Bonaparte qui n'a pas confiance en son ministre de la police, on l'a entendu. D'ailleurs, il a eu déjà à l'occasion de s'en méfier, au moment où il était à Marengo, Fouché a tenté à monter un complot contre lui pour essayer de prendre le pouvoir. Donc Bonaparte le soupçonne en permanence de comploter contre lui. Alors comment se fait-il que Bonaparte continue à l'avoir comme ministre, en fait? C'est ça aussi. Est-ce que c'est le meilleur? Est-ce qu'il fait peur? Pour quelle raison reste-t-il au pouvoir, Fouché? Bonaparte est très, je dirais, ambivalent. Il le craint. Il redoute que le ministère de la police générale conduit par Fouché devienne le ministère de Monsieur Fouché lui-même, et en même temps, il connaît parfaitement les talents et les compétences de Fouché comme ministre de la police. Donc il y a cette espèce de jeu de chat et de la souris. Bonaparte, après la signature de la paix d'Amiens avec les Anglais en 1802, pense que son ministère de la police n'est plus nécessaire et rattache le ministère de la police au ministère de la Justice, qui était à l'époque dirigé par Régnier, et qui va prouver son incompétence par l'existence même de ce fameux complot Cadoudal, Pichegru-Moreau, qui va aboutir et qui va se terminer dans les fossés de Vincennes par l'exécution du duc d'Enghien en mars 1804, mais qui a été assez loin. Il est probable que Fouché, qui n'était plus au ministère de la Police, savait exactement ce qui se passait. Et c'est à l'issue de ce complot que Bonaparte va se rendre compte de l'utilité et de la nécessité de réorganiser un ministère de la police qui va d'ailleurs s'étoffer à partir de 1804-1805 et que Fouché va conduire jusqu'en 1810. Si Fouché est exilé en 1810, c'est parce que il aura toujours tendance à aller infiniment plus loin que ce que ses pouvoirs ne l'autorisent à faire. Que voulez-vous que je fasse d'un homme qui un jour fouille dans mon portefeuille et un autre dans mon lit, dira Napoléon. Et ceci conduira Napoléon à, entre guillemets, se débarrasser de Fouché pour le remplacer par un militaire probablement infiniment moins compétent que Fouché, qui est Savary, qui a un petit peu tendance à l'exécution stricte des ordres qui lui sont donnés et qui n'a pas cette finesse d'appréciation et je dirais cette ruse, car au fond, Fouché arrive au pouvoir par la violence et le conserve par la ruse. En 1815, au retour de la monarchie, Fouché devient le ministre de Louis XVIII, le frère du roi donc, dont il avait voté la mort en 93, mais il sera finalement exilé en tant que régicide. Il meurt en exil à Trieste en 1820. Entre-temps, Chateaubriand, évidemment, a fait écrit ce texte magnifique où il voit et il a cette vision infernale qui passe devant lui, ces deux hommes, Talleyrand et Fouché, qui pénètrent dans le cabinet du roi. Fouché qui venait jurer foi et hommage à son seigneur, le féal régicide à genoux mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. Voilà ce texte. La vision infernale passe lentement devant moi, entre dans le cabinet du roi et disparaît. Oui, c'est magnifique. Un texte absolument magnifique. Oui, très. Chateaubriand était certainement présent dans cette antichambre de Saint-Denis. Chateaubriand n'a jamais été meilleur que lorsque il avait un compte à régler et une vengeance à exercer, et en l'occurrence, l'entrée de Fouché dans le ministère de Talleyrand, qu'on appellera le ministère du vice et du crime, le vice pour Talleyrand, le crime pour Fouché, empêche Chateaubriand de devenir lui-même ministre. Et Chateaubriand, encore une fois, n'est jamais meilleur que dans la vengeance. Merci beaucoup Emmanuel Le Varesquiel. De vous, je recommande bien sûr la biographie Fouché, Les silences de la pieuvre, paru chez Talendier en 2014, à lire également. Un livre plus personnel, Voyage autour de mon enfance, publié en 2022, et sur Fouché et l'attentat de la rue Saint-Nicaise, de Jacques-Olivier Boudon. Il voulait tuer Napoléon, attentat, conspiration et complot, chez Talendier en 2022. Voilà, c'est la fin d'Autant n'emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où j'attends avec impatience vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous partirons à la fin du 19e siècle dans le quartier de la Butte-Montmartre à Paris en compagnie d'une femme d'une étonnante liberté, Suzanne Valadon. Modèle pour les peintres impressionnistes, cette femme douée se prend elle-même de passion pour le dessin et va devenir peintre, créant son propre style. Suzanne Valadon, de modèle à peintre, c'est samedi prochain à 17h sur France Inter.